passer rapidement la parole à Monsieur Hervé Lado, qui va nous intervenir sur la question de multinationales pétrolières et contribution au développement durable, l'exemple du Nigeria. Docteur Lado, vous avez la parole. Docteur. Merci. Je vous remercie de me passer la parole. Donc, après ces exposés très instructifs, très informatifs sur des considérations, enfin avec des exemples assez concrets, je vous propose de mettre un peu la loupe sur un pays en particulier, le Nigeria, qui peut être présenté comme un cas d'école en matière de gestion des revenus pétroliers. J'avais une réunion la semaine dernière chez Total où ils avouaient que le Nigeria, pour eux, est un cas d'école justement de ce qu'il ne faut pas faire en matière de gestion des revenus pétroliers, de gestion d'une filiale pour ce qui est des activités d'une multinationale. Donc là, je ne vais pas beaucoup parler véritablement de l'évasion fiscale en soi, mais de voir ce qui est fait des revenus qui sont retenus, qu'on arrive à retenir au niveau du pays. L'idée est de voir quelle est la contribution des entreprises au développement local, comment les entreprises s'investissent dans le développement des communautés locales où elles sont implantées, et comment l'État organise tout cela. Si jamais c'est organisé, on aura une perspective historique et puis nous étudierons quelques cas de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, lorsque nous parlons du Nigeria, il s'agit de la première puissance économique africaine, on le sait maintenant, du premier producteur de pétrole avec 2,3 millions de barils par jour. On a là donc un immense pays qui a plus de 140-150 millions d'habitants. Le pétrole, le Nigeria n'a pas toujours produit du pétrole. C'est depuis 1958 précisément que la première goutte de pétrole a été produite au Nigeria par Shell. Et dans les années 71, le pétrole représentait déjà 35% du PIB, de la richesse nationale, et on était autour de 35% en 2012. Donc une part importante dans la richesse produite. Et ensuite, alors, pour ce qui est des exportations, là, le poids est beaucoup plus important. On avoisine les 95% des recettes extérieures du Nigeria. Donc, vous voyez donc que le pétrole occupe une place centrale dans les devises que reçoit le Nigeria. Le pétrole représente également plus de 3/4 du budget de l'État. Donc on est vraiment sur un produit écrasant, on va dire, par rapport à d'autres produits, et qui occupe une place prépondérante dans l'économie nigériane. Alors, on a toutes ces grandes masses qui sont impressionnantes. Qu'est-ce que ça donne comme résultat en termes de développement économique? Mais pas grand-chose. Et c'est bien cela le problème du pétrole et de ce pays, c'est qu'après 50 ans de production, le Nigeria est classé dans le fond du classement en termes de développement humain, 152e sur 188, et affiche un taux de pauvreté qui qui dépasse les 2/3 de la population, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En termes de corruption également, après avoir caracolé en tête du classement de la corruption par Transparency International en 2000, aujourd'hui il y a une progression, il faut saluer quand même si on reste au fond du classement, 136e sur 168 en 2015. Et un classement qui devient intéressant, qui devient une référence en matière de gouvernance, montre bien aussi que là aussi le Nigeria ne fait pas de très bonnes performances en matière de gouvernance, 39e sur 54 pays en Afrique. Alors, quelle a été la contribution des entreprises au développement de l'État globalement, mais aussi des entreprises? Nous distinguons 3 temps dans l'évolution de cette contribution. On va aller assez rapidement puisqu'on balaie 60 ans d'histoire de la production pétrolière. Donc, de 58 à 66, c'est le premier temps, qui est celui où l'État était seul à s'occuper du développement local. L'État a créé dès le début de la production un organisme qui s'appelait NDDB,
Niger Delta Development Board, dont la mission était de développer les zones de production pétrolière, c'est-à-dire d'orienter un certain nombre de financements vers l'agriculture, le développement régional. Un certain nombre de cultures agricoles ont pu être développées, du soja, les arachides, du maïs, des palmiers à huile, de la production de riz, pour développer justement des zones où il y avait une concentration de puits de pétrole. Alors, cet effort s'est arrêté net avec le premier coup d'État en 1966, janvier 1966. Le deuxième coup d'État a donné un coup de grâce à cet effort dès juillet 1966. Donc, vous voyez, la même année, 2 coups d'État. Et ensuite, vous savez, la guerre du Biafra de 67 à 70 a compliqué davantage les choses, au point où la NDDB a disparu. Et alors, nous sommes là dans le deuxième temps à partir de 66 où les régimes militaires ont pris le relais et en réalité n'ont pas pu, enfin, ont préféré, ou plutôt leur préoccupation était plutôt de sécuriser leur place au pouvoir à partir de dans le moment 1 de ce deuxième temps, en 66-80, il n'y a plus d'organisation dédiée au développement local. Le deuxième moment, c'est celui où, sous la pression populaire, puisque là, on commençait déjà à voir les effets de la production de pétrole sur l'environnement naturel et l'environnement humain, le général Shagari crée un organisme, la Presidential Task Force on 1.5%, qui collecte donc 1,5% des revenus pétroliers pour les orienter justement vers le développement des communautés locales. C'est le moment où on voit également la création d'un organisme NOSP qui va gérer les pollutions pétrolières et on institue le principe pollueur-payeur qui veut que l'entreprise qui pollue prenne en charge justement prenne en charge la dépollution des zones et puis le nettoyage de cette pollution. C'est à ce moment-là qu'on voit les populations commencer à s'organiser. On est à la fin des années 80, début des années 90. Et ce qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir du général Babangida, qui crée un autre organisme, OMPADEC, qui va être doté cette fois-là de 3% des revenus du pétrole. Cet organisme va aussi être remplacé par le général suivant, Abacha, qui va créer le PTF, Petroleum Trust Fund, qui va être accusé de dévier les ressources vers le nord, puisque Abacha était du nord. Et voilà, ce sera cette valse de création d'organismes et de suppression qui va animer ces années-là pour aboutir à l'exaspération des populations locales. De grands mouvements de contestation populaire vont naître, notamment le mouvement Mossop qui sera le plus important et le plus marquant et qui reste dans les esprits des Nigérians aujourd'hui avec le leader charismatique Kensaro Wiwa qui sera alors pendu, ça sera son sort pour avoir été l'un des plus grands résistants au régime de Sani Abacha, qui est, comme on le sait, l'un des plus sanguinaires au Nigeria. C'est grâce à cette mobilisation qu'on va créer ce principe qui est encore en cours aujourd'hui au Nigeria de derivation, qui veut que 13% des revenus du pétrole généré par un État lui soit retourné avant la mise dans le pot commun au niveau fédéral de tous les revenus du pétrole. Alors, on va donc assister à ce moment précis aussi par la transformation d'un certain nombre de mouvements de contestation en mouvements un peu plus criminels. Le MEND va naître pour, à la base, réclamer une justice, la justice dans la répartition des revenus pétroliers, mais va s'entourer d'autres organisations qui vont développer des actes plus criminels de kidnapping des employés de compagnies locales, de compagnies pétrolières ou des actes de piraterie maritime qui vont se développer à partir de ce moment dans le delta du Niger. Le temps 3 est celui qui court jusqu'aujourd'hui et qui a démarré à partir de la fin de la période militaire. Le dernier coup d'État au Nigeria, c'est en 1997 par le général Abdul Salami Abubakar, qui va amorcer le retour vers les régimes civils.
Alors, cela va favoriser en fait de nouveaux modes de contribution des entreprises au développement local. On va voir deux modes en particulier. Avant cela, on va voir la création en 2000 de la NDDC, qui ressemble un peu à NDDB, c'est la même mission. Au lieu de board, on a commission, qui est doté d'un budget de 3%, non plus des revenus pétroliers que reçoit l'État, mais du budget des entreprises. C'est-à-dire les entreprises, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, au Nigeria, contribuent à ce fonds qui est le NDDC à hauteur de 3% de leur budget annuel pour financer des projets de développement local dans le delta du Niger. Au-delà, bien sûr, de la fiscalité pétrolière qui est de l'ordre de... Alors, l'IS, l'impôt sur les revenus sur les profits pétroliers, le PPF, Petroleum Profit Tax, est de l'ordre de 50% pour des contrats de joint venture et de 85% pour ce qui est des contrats de partage de production. Donc c'est très élevé, mais on va voir que cela ne suffit pas à faire advenir le développement des populations locales. Le premier mode de contribution est un mode de contribution directe des entreprises au développement. L'État, à partir de ce moment, va demander, inciter et même obliger les compagnies pétrolières à intervenir directement dans les communautés pour financer le développement et même conduire des projets de développement. Alors, ce sera le mode le plus répandu à partir des années 80, porté par des compagnies majoritairement onshore, c'est-à-dire implantées dans les communautés et non pas offshore. C'est une approche en général unilatérale, paternaliste. L'entreprise arrive dans une communauté et dit « bon, il me semble que vous avez besoin d'un puits ou bien d'un pont, je vais le faire ». Et puis voilà, on fait venir le chairman du local government pour inaugurer et c'est un cadeau qu'on offre aux populations locales. En général pour acheter de la paix, parce que ça permet de calmer justement ceux des membres des communautés locales qui sont les plus excités, on va dire. Alors, on va observer, surtout au cours du début des années 2000, la naissance des MOU, qui sont Memorandum of Understanding, qui vont permettre à l'entreprise et aux communautés locales de décider d'un certain nombre de projets qui vont être réalisés en général sur 3 ou 5 ans. Et c'est une sorte d'accord pour dire, la compagnie dit aux communautés, garantissez-moi la paix et en retour, je vous finance 3 km de route, je vous construis 3 puits, je fais de l'adduction d'eau. Et alors, ce qui se passe, alors on va aller jusqu'à l'électrification, par exemple, des zones de production. C'est surtout Agip qui va commencer à le faire dès 1985. Total viendra surtout au début des années 2000. Shell le fait de manière beaucoup plus ponctuelle, d'une manière qui pose problème. Lorsque vous offrez de l'électricité de manière gratuite donc aux populations locales, il faut voir que ça pose un problème en économie, on appelle l'aléa moral, qui veut que lorsque vous bénéficiez d'un service sans en assumer une partie des coûts, au moins une partie des coûts, vous avez tendance soit à gaspiller, soit à surconsommer, soit à dilapider, enfin voilà, à gaspiller, on va dire globalement ça comme ça. Et c'est ce qui se passe exactement dans les communautés locales, c'est-à-dire que vous avez une surconsommation de l'énergie produite justement à partir du gaz qui vient de la production du pétrole, et ce qui fait que à tout moment, maintenant dans le delta du Niger, dans les communautés où il y a de l'électricité gratuite, il y a des coupures permanentes, ce qui oblige les compagnies pétrolières à investir de manière illimitée, donc sans plus savoir à quel moment s'arrêter, à remplacer l'État et à se trouver justement dans une situation où elles ne peuvent pas désinvestir, elles ne peuvent pas transférer à l'État, puisque les communautés locales sentiront qu'ils auront besoin de payer par la suite et vont se rebeller, et donc on se retrouve dans une situation bloquée. Alors, il y a un lancement de champs d'expérimentation agro-pastorale, l'idée étant pour les compagnies de créer des sortes de vitrines pour permettre aux populations locales de s'en inspirer pour aller développer leurs techniques, améliorer leurs techniques culturelles. Seulement, pour les champs que j'ai pu visiter,
sont des champs en général surpeuplés, c'est-à-dire qu'en réalité, ça a été créé pour absorber des membres des réseaux de patronage de ceux qui sont les plus proches des compagnies pétrolières, justement dans le même objectif, acheter la paix. Lorsqu'il n'y a pas d'indicateur d'efficacité, on ne peut pas dire combien de personnes ont pu être accompagnées dans la modification de leur technique culturelle. Les critères d'efficacité ne font pas partie de l'objectif de ces champs d'expérimentation. Je peux prendre d'autres exemples comme ça. On cible les parties prenantes critiques, c'est-à-dire celles qui ont une propension à mobiliser de la violence contre l'entreprise, et c'est à celles-là qu'on attribue des responsabilités, notamment de responsables de relations communautaires entre l'entreprise et les communautés. Et lorsqu'on identifie de nouvelles personnes qui apparaissent comme les plus menaçantes, on pratique ce qu'on appelle dans le delta du Niger des shut-up payments, pour que vous vous taisiez justement. Alors, si je prends l'exemple également des bourses d'études, on arrive à des injustices flagrantes où, voilà, ceux qui font partie de la liste des bénéficiaires de ces bourses, on ne peut pas les relier, en fait, à des impacts réels de l'activité économique, et impacts négatifs, je veux dire. Si c'est une compensation par rapport aux impacts négatifs de l'activité pétrolière, on n'arrive pas à faire ce lien-là. Donc, les bourses sont attribuées et finalement arrivent à des mains qui sont celles de ceux qui sont les plus proches de la compagnie et qui constituent un risque, une menace pour la compagnie. Alors, je ne vais pas insister sur le cas de Total parce que ça représente à peu près tout ce que je viens de décrire. On voit là la zone de production qui est dans l'état du Rivers, à 80 km au nord de Port Harcourt. Et ce que je peux dire à ce niveau, c'est que nous avons réalisé des enquêtes qualitatives et quantitatives sur ce site-là du delta du Niger. Et en 2008 et en 2012, et à peine 10% des bourses d'études arrivent aux bonnes personnes. On observe certes une amélioration des conditions matérielles parce qu'il y a quand même quelques routes qui sont construites dans les communautés, il y a des projets d'adduction d'eau, il y a des centres de santé qui sont construits, mais globalement moins de 40% en fait de la cible est atteinte par les projets de développement. Le deuxième mode qui est le plus porteur en réalité de contribution des entreprises au développement, c'est un mode de contribution indirecte qui a été initié par des compagnies qui opèrent principalement en offshore ou en offshore profond. En fait, elles recrutent ces compagnies des ONG internationales spécialisées dans l'ingénierie de développement socio-économique et politique. Ces ONG accompagnent les communautés locales à la gestion de fonds mis à leur disposition par l'entreprise et les forment également à la gestion des projets. Et à la différence de l'approche paternaliste qu'on a vue tout à l'heure, on a une approche véritablement multilatérale. Ce sont les communautés qui désignent les membres de ces fondations communautaires qui sont mises en place. Et il y a une gestion paritaire hommes-femmes de ces fondations communautaires. Les projets sont identifiés par les communautés locales. Les parties prenantes locales sont formées à la gestion de la fondation et à la gestion des projets. Et puis des projets sont mis en place dans les communautés pour réduire la dépendance des communautés vis-à-vis des fonds qui viennent de la compagnie. Des projets générateurs de revenus qui permettent au moins de prendre en charge, alors au moins une partie des frais généraux de la fondation communautaire. Alors la première fondation a été mise en place en 1997 par Statoil et les Norvégiens et Texaco. À Akassa, on verra le cas d'Akassa pour terminer tout à l'heure. L'ONG qui avait été identifiée, c'est PNI, Pro-Natural International, et la fondation communautaire qui a été mise en place, c'est Akassa Development Foundation. Alors, le budget à la base de lancement était de $300 000 par an, et pour financer des projets dont la valeur unitaire allait jusqu'à $6 000 le projet. Alors les résultats sont spectaculaires et ont été étudiés par des chercheurs, par des universitaires et reconnus par les communautés elles-mêmes. Ce que vous voyez là, c'est une sorte de réseau d'autoroutes, on peut le dire comme ça, mais en tout cas praticable à moto, c'est déjà ça.
qui traverse les communautés, cette communauté-là, et qui permet aux gens de circuler dans la communauté en toute saison et en toute sécurité. Là, vous voyez une parabole, c'est inimaginable dans une communauté. Je peux vous dire que pour y aller, ça a été c'est 2-3 heures de bateau, donc c'est isolé, enclavé, et vous voyez que là, ils arrivent à installer des infrastructures comme celle-là, grâce à une gestion, comme je l'ai dit, inclusive, paritaire, des fonds. On voit, c'est vraiment ridicule, c'est 300 000 $ par an, en comparaison. L'intervention directe, le mode 1 que j'ai présenté tout à l'heure, pour le total, le budget annuel est de 50 millions de $. Pour vous dire, ça n'a strictement rien à voir en termes de proportion. Et donc, on a un réseau de rues, des jetées, des bateaux pour la navigation, un centre multimédia, des ateliers de couture, un système d'épargne local pour accompagner les femmes dans leurs projets, les projets de développement, des écoles maternelles, salles polyvalentes communales, des projets de conservation de la biodiversité, parce qu'il y a une dimension environnementale aussi dans ce développement-là. Notamment, dans la zone, il y a des tortues marines qui avaient tendance qui étaient menacées. Il y a un volet de protection des tortues marines. En conclusion, on observe que le pétrole, en fait, a peu été une bénédiction pour le Nigeria sur le plan économique. Avant le pétrole, c'est-à-dire avant 1958, c'était l'industrie, c'était l'agriculture et des proto-industries qui commençaient à naître, l'industrie du savon, l'industrie de produits de consommation qui se développaient et qui pourvoyaient des emplois de nombreux Nigérians. Aujourd'hui, en termes d'emplois directs, l'industrie pétrolière représente à peine 30 000 personnes. 30 000 employés directs. Pourtant, c'est une industrie qui est prépondérante en termes de structuration de l'économie. Sur le plan politique et sécurité, on peut relier assez facilement le premier coup d'État de 1966 et la douzaine ou quinzaine d'autres coups d'État qui ont suivi à la lutte pour le contrôle de la rente pétrolière qui a rendu complètement fou tout le monde, puisque je peux vous dire qu'entre 1958 et 1980, la progression des revenus pétroliers était de l'ordre de 76% par an. Énorme. Pour des gens qui arrivent au pouvoir et qui trouvent cette manne, 76% de croissance de revenus par an, tout le monde prend des armes pour arriver au pouvoir. Donc, alors, depuis 1997, il y a des signes encourageants quand même au Nigeria en termes de contribution indirecte. Déjà, il y a le développement de ce deuxième mode de participation des entreprises. Toutes les compagnies pétrolières, aujourd'hui, les principales, c'est Shell, c'est ExxonMobil, c'est Chevron. Total est quatrième, et ensuite on a Agip, et les petites dernières, c'est Adax et NPDC, qui est la toute dernière, enfin l'une des plus petites, mais qui grandit, qui est la compagnie nationale, qui s'occupe désormais de la production du pétrole. Et là, ce qui montre que le Nigeria commence à se saisir de cet enjeu de production, parce que la question des prix de transfert lui échappait complètement. Et aujourd'hui, peut connaître la structure des coûts de production du pétrole grâce à son investissement personnel dans la production et démentir justement des statistiques qui peuvent être déclarées par les autres compagnies pétrolières. Un enjeu de transparence qui s'améliore, la démocratie semble se consolider véritablement, avec des alternances qui peuvent être critiquées, mais au moins il n'y a plus des coups d'État permanents pour le moment. Le Nigeria a adhéré à l'initiative de transparence pour les industries extractives dont on a parlé tout à l'heure, c'était en 2002, et a été déclaré pays conforme en 2011, même s'il y a encore beaucoup de critiques sur cette transparence. Les contrats pétroliers demeurent complètement confidentiels, donc il y a encore beaucoup de réserves sur la transparence au Nigeria. Mais au moins, il y a beaucoup de sites Internet qui se développent aujourd'hui au Nigeria pour traçabiliser, pour essayer de tracer l'utilisation des fonds qui sont mis à la disposition des États fédérés. Il y en a 36 au Nigeria. Et pour essayer de suivre justement la trace de ces dépenses-là et demander des comptes aux différents gouverneurs, aux différents local government chairmen.
Alors, sur la gestion des revenus, il y a la création des fonds fédéraux dédiés à la dépollution des sols. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Et des fonds destinés à la péréquation pour stabiliser les revenus de l'État. Lorsqu'il y a baisse des revenus comme en ce moment, ce fonds de péréquation est très utile pour ramener un peu, pour soulager un peu le budget de l'État qui baisse en conséquence. Il y a un fonds également souverain qui a été créé pour cofinancer, pour contribuer au financement des investissements lourds, notamment en infrastructures, infrastructures routières. Vous allez dans le delta du Niger aujourd'hui, vous verrez beaucoup de chantiers d'autoroutes pour relier les différents États, les 9 États du delta du Niger. Enfin, en matière de diversification de l'économie, là, c'est vraiment le principal enjeu. Il faut sortir du pétrole. Le Nigeria, au regard des réserves, aujourd'hui a encore une trentaine d'années de production, mais il faut déconnecter le quotidien des populations de cette envie maladive de se raccrocher au pétrole, les orienter vers l'agriculture, des secteurs certes moins rémunérateurs, mais qui au moins leur offrent un emploi sans que ces populations soient obligées de se raccrocher à des réseaux de patronage et de clientélisme qui gravitent autour des hommes politiques et des compagnies pétrolières. De sorte qu'aujourd'hui, et là, depuis une dizaine d'années, plus de 10 ans, l'agriculture, le commerce, l'immobilier, la finance, les transports sont des secteurs qui tirent l'économie du Nigeria. En 2015, ce n'est pas le pétrole qui a donné les 6-7% de croissance au Nigeria. C'est l'agriculture, c'est l'immobilier, ce sont les autres secteurs. Et c'est une très bonne nouvelle. Et je vais finir sur cette bonne note en espérant que le Nigeria trace ainsi la voie de sa sortie de l'industrie pétrolière qui, on le voit, n'est pas forcément une bonne chose. Merci. Merci, Dr Lado, pour ce voyage pétrolier au Nigeria. Une explication qui dénote les connaissances profondes que vous avez de ce pays, une activité pétrolière extrêmement liée aux activités politiques de ce pays-là. Donc c'est par ces mots de Dr Lado que nous allons donner la parole à l'auditoire qui certainement a noté beaucoup de questions. Je précise que toutes les interventions qui vont se faire ici sont très suivies par les pays africains à travers l'Institut de recherche Thinking Africa. Donc c'est l'occasion de poser des questions pertinentes. En tout cas, les décideurs africains, ils regardent ce que nous faisons, ce que nous proposons. Il ne suffit pas, nous avons constaté à travers l'intervention de nos experts, il ne suffit pas d'avoir des richesses, il faut savoir les utiliser à bon escient. Et donc nous attendons vos questions. Je vais passer